RFI et France 24 présentent Radio Foot International, le Café des Sports, Annie Gasnier. Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous hebdomadaire du Café des Sports sur RFI, sur France 24 et bien sûr grâce à Facebook. Un Café des Sports pour refermer une semaine, vous allez le voir, riche en événements sportifs et riche en événements footballistiques. Et nos amis, j'en suis sûre, seront très heureux de commenter tout cela. Bonjour Xavier Barré. Bonjour Annie. Bonjour Rémi Ngono. En super forme. Et bonjour. Voilà. Ah bon, quand même. Bonjour à moi, mais à tout le monde surtout. Mais il y a un sujet qui a été évité là. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui est évité? Mais j'ai l'impression que Barça a gagné, non? Mais alors, si on écoute vraiment bien, pas de quoi il parle. Si on écoute bien l'émission, on l'a traité cette semaine et notamment grâce à François David qui n'est pas là, il le reconnaît. Bonjour Frédéric Suto. Bonjour Annie. Est-ce qu'ils sont là nos auditeurs? Ils sont là et il y a de plus en plus d'auditeurs ivoiriens. Enfin, on sent que la CAN approche. Martial Amungoa, je salue toute l'équipe depuis Grand Bassam. Ah ben, salut à Grand Bassam, salut à Abidjan et salut à tous les Ivoiriens. Et puis notre invité du jour aujourd'hui qui complète cette table. Bonjour Benjamin Moukandjo. Bonjour Annie, bonjour à tous. Merci. Alors on renforce toujours la présence camerounaise dans ces cas-là. Hein. Vous faites double, mais vous n'êtes pas toujours d'accord et ça nous arrange. Alors dans les débats du jour, eh bien, nous aurons cette sacrée soirée européenne. Les clubs français ont marqué la Ligue Europa de leur empreinte par des victoires et notamment Toulouse, le TFC a battu les Reds de Liverpool et Jürgen Klopp n'était pas très content. L'OM, grâce à la touche africaine du soir, et Rennes sont vainqueurs aussi, de quoi rééquilibrer le bilan des équipes hexagonales. Un jeune Parisien de 17 ans en bleu de chauffe, Warren Zahir Emery, a reçu sa première convocation en équipe de France pour reproduire en milieu de terrain ce qu'il fait déjà très bien au Paris Saint-Germain. Didier Deschamps parie sur un effectif rajeuni pour l'avenir. Bye bye Megan Rapinoe, la superstar du football américain, jouera le dernier match de sa carrière professionnelle en Californie demain. Une carrière jalonnée de trophées pour débuter à 38 ans, une retraite sans doute dévouée aux multiples causes qu'elle a défendues et qu'elle défend toujours. Et puis il y aura bien sûr les cartons, les vôtres et les nôtres. Au générique de cette émission, Pierre Guérin qui m'a aidé à préparer l'émission avec Laurent Salerno. Swell Kedir est à la réalisation vidéo avec Steven Esli. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. Voir la vie en rose du côté de Toulouse. Ils pourront dire, en tout cas, j'y étais, ces supporters toulousains. Oh, Toulouse, si bien chanté par le regretté Claude Nougaro. Eh bien, cette ville rose a eu du mal à s'endormir hier. Plutôt habituée à fêter, n'est-ce pas, les rugbyman qui ramènent beaucoup et qui ont déjà ramené beaucoup de trophées dans la ville rose, avec notamment Ntamak, n'est-ce pas, père et fils. La population fête aujourd'hui son équipe de football. Le TFC qui a battu l'une des grandes équipes d'Europe, qui a battu Liverpool. Le TFC a donc remporté le match 3-2 en Ligue Europa, en retour pourtant d'un match qu'on pouvait appeler une correction, le match aller, puisque le TFC avait été battu sur le score de 5-1 du côté d'Anfield. Exploit d'autant plus grand sur la scène européenne, on va en parler, mais aussi à mettre en parallèle, et nous en parlerons, de ce qu'a fait l'OM ou de ce qu'a fait Rennes contre tous les deux des clubs grecs. Un match pour rester dans la mémoire toulousaine ou dans l'histoire du football français, Benjamin Moukandjo? Non, je pense que dans la mémoire, parce que Toulouse a déjà connu un passé aussi glorieux, je crois, avec cette victoire face à Naples. Donc on en parle toujours. Maintenant, c'est bien pour les joueurs de ça renouvelle un peu les histoires. Oui, voilà, parce que ça datait quand même. Hein. Ouais. 37 ans. Ouais, ça fait beaucoup. Mais c'est bien parce qu'eux aussi, ils s'inscrivent un peu dans l'histoire du TFC. C'est important parce que c'est quand même un club qui, il y a 2 ans, était encore en Ligue 2. Ils sont au milieu de tableau en Ligue 1 actuellement. Oui, mais moi, ce que je veux surtout souligner, c'est que je pense que cette année, voire même
depuis la saison dernière, on voit quand même les clubs français mettre un accent beaucoup plus intéressant lors de cette compétition-là, parce que souvent, on a l'impression que terminer 4e, 5e du championnat, c'était bien parce que ça faisait rentrer un peu d'argent dans les caisses. Mais quand on allait en Europe, hormis la Champions League, bien sûr, on a l'impression que les clubs français n'allaient pas pour gagner. Et quand on voit cette année ce changement d'attitude, cette volonté qu'a les clubs français d'aller au bout de cette compétition-là, moi, ça me fait plaisir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne sacrifie pas une compétition pour une autre. Donc, on va jouer à fond. Maintenant, est-ce qu'ils ont l'effectif pour aller jusqu'au bout? Mais déjà, le fait de se qualifier, s'ils réussissent à se qualifier pour le tour d'après, ça serait déjà un bon parcours. Rémi, c'est vrai que cette équipe, hier, elle l'a mérité, sa victoire. On sait qu'en fin de rencontre, il y a eu besoin de la VAR pour dire qu'il n'y avait pas égalisation de l'équipe de Jürgen Klopp. Mais Jürgen Klopp, il avait, à la mi-temps, fait rentrer quand même les valeurs sûres de son équipe. Et malgré tout, les autres l'ont remporté au point. Ils l'ont remporté dignement. Et surtout, je vais féliciter un Camerounais, parce qu'il vient de signer dans les Lions Indomptables, Franck Magri, qui tout au moins, au moment où on est en train de pleurer aussi, Vincent Boubacar, à qui je souhaite bonne guérison, pourra enfin venir renforcer les Lions Indomptables. Donc cette équipe de Toulouse a paru beaucoup plus conquérante que l'équipe de Liverpool. Pourquoi? Parce que vous allez voir que les transitions étaient beaucoup plus rapides, alors que chez Liverpool, ça ronronnait. Certes, ils ont 19 tirs, mais sur les 19, ils n'ont cadré que 4 fois. Mais chaque fois que Toulouse avait la possibilité, bien qu'ayant seulement 29% de possession, eh bien, c'est Toulouse qui a cadré 5 fois. Et d'ailleurs, on peut dire que 2 buts de Toulouse ont même été annulés. Toulouse a donc démontré qu'il avait vraiment de la foi, qu'il avait de l'ambition. C'est-à-dire que quand on voit le premier match et le deuxième match, eh bien, on peut me dire que, oui, peut-être c'était l'équipe B, mais non, c'était la même équipe qui avait battu Toulouse par 5 buts à 1. Mais cette fois-ci, il faut remarquer qu'il y a eu un discours de l'entraîneur qui a fait croire à ses poulains qu'il pouvait battre ce Liverpool-là, que ça pouvait être une poule, qu'on pouvait couper la tête. Et du coup, ils sont arrivés avec cette foi qu'ils pouvaient vaincre Liverpool. Et c'est ça qu'on dit souvent, le mental gagne. Quand vous savez parler aux joueurs, ils peuvent se surpasser, performer, surperformer. Et c'est ça que d'ailleurs, on dit souvent dans un proverbe africain, il est facile d'être curé dans un village où vous trouvez tout le monde croyant. À noter que dans cette équipe, dans cet effectif aligné par Jürgen Klopp, il y avait Ruben Dias qui n'a pas marqué, mais qui devait être soulagé de penser que son papa, Luis Diaz, pardon, a été libéré hier. On en avait parlé en début de semaine dans Radio Foot, puisque lorsqu'il avait marqué la semaine dernière en championnat, il avait montré un maillot pensant à son papa qui était alors pris en otage en Colombie. Xavier, moi j'aimerais vous... Il y a 3 choses à dire sur ce résultat, je pense. Il y a le résultat en lui-même qui est assez exceptionnel. Parce que si on regarde ce qu'a fait Liverpool depuis le début de saison, ils avaient disputé 16 matchs toutes compétitions confondues jusqu'à ce moment-là. Et 8 fois, ils ont été menés au score. 8 fois, Liverpool s'est retrouvé mené au score. Et à chaque fois, ils ont su revenir, puisqu'ils ont concédé qu'une seule défaite jusqu'à présent, c'est contre Tottenham. Et c'était au bout du temps additionnel. Donc à chaque fois, ils ont su revenir, au moins pour un nul, si ce n'est pour gagner. Là, pour la première fois de la saison, ils se sont retrouvés menés de 2 buts. Et c'est là l'emportement. Ils n'ont jamais mené, mais surtout, ils ont été pour la première fois menés de 2 buts. Et d'ailleurs, Klopp l'a dit dans ses réflexions d'après-match, il a dit, voilà, on ne peut pas encaisser autant de buts. Donc, il y a eu effectivement peut-être des défaillances offensives, même, bon, après, il y a l'histoire du 3e but, bon, qui a été refusé avec l'assistance vidéo, mais il y a surtout cette défense qui a pris l'eau, sans Van Dijk, d'ailleurs, qui avait été laissé au repos à Liverpool, donc, et sans Robertson, qui est blessé pour plusieurs semaines. Donc, un vrai souci, effectivement, pour Klopp, et on l'a senti très énervé après ce match. Ah, non, après... il faut arrêter ça, il faut arrêter, vous citez un seul joueur. Je devrais quand même dire... J'ai déjà cité 2. Non, attendez, vous citez 2 joueurs. Je devrais vous dire que une défense, c'est 4. Par rapport à Toulouse, parce que bien évidemment aussi, quand vous regardez ça, vous regardez quand même l'équipe de Liverpool. C'est 77 joueurs. 77 joueurs, malgré le fait que Klopp réduise l'effectif. Et quand vous regardez, par exemple, qu'on me dise aujourd'hui que j'ai pas dit que Toulouse n'avait pas fait. Et c'est pour ça qu'il y a eu de l'eau. Non, j'ai dit bien, c'est une équipe qui n'a aucune excuse. D'autant plus que j'ai dit
très bien qu'avec l'effectif qu'ils avaient, ils auraient su faire. C'est ce que j'ai dit, c'est que Toulouse avait fait un exploit. Avait fait un exploit face à une équipe qui, jusqu'à présent, avait été toujours revenue au score et n'avait jamais été menée par 2 buts d'écart. Donc bravo à Toulouse. Après, il y a 2 autres choses sur lesquelles je voudrais dire rapidement. Pour revenir sur ce que disait Benjamin Mukanjo tout à l'heure, cette performance face à Liverpool, elle est remarquable. Mais elle n'est pas tout à fait au même plan que celle face au Naples de Maradona. Parce que face au Naples de Maradona, c'était un match à élimination directe. Donc derrière, il y avait la qualification. Que Toulouse a obtenu. Là, on est dans une phase de poule. Oui. Ils vont peut-être se qualifier pour les phases d'élimination directe. Oui, et tant mieux, mais ce n'est pas encore sûr. Non. Donc, c'était une belle performance, mais ce n'est pas à mettre sur le même plan. Puis, il y a un troisième élément qui, pour moi, est très important, c'est que Toulouse, c'est quand même la 4e ville de France. Et comme vous l'avez dit, Annie, ce n'est pas une ville de football. C'est une ville de rugby. Et donc, dans l'esprit des gens, Toulouse, c'est le rugby. Et puis cette équipe, elle a mais il y avait quand même 32 000 personnes au stade. Exactement. C'est pour ça que j'allais y venir. C'est très important. Il y a toujours beaucoup de monde. Pas toujours, mais là, il y en avait. Oui. Depuis qu'ils sont remontés en Ligue 1 et tout ça, mais depuis surtout qu'ils ont gagné cette Coupe de France. Et ce que je trouve bizarre en même temps, c'est qu'elle est un peu insaisissable, cette équipe. On sait qu'ils recrutent, notamment sur des statistiques et tout. Et résultat, on a du mal à citer l'entraîneur, on a du mal à citer, vous en avez cité un, Rémi, mais un joueur phare, par exemple. Oui, mais c'est effectivement un problème, je pense, auquel va être confronté le club dirigé par Damien Comolli, qui effectivement travaille beaucoup sur les stats et recrute des Norvégiens qu'on ne connaît pas ou des Néerlandais de 2e division. Bon, mais il ne faut pas oublier que le football, c'est d'abord un sport d'équipe. Or, le TFC, par le passé, a eu parfois des équipes avec quelques stars, mais ça n'a jamais été un grand club qui a attiré beaucoup de joueurs. On a eu Dominique Rocheteau l'autre jour, il était allé y finir sa carrière. Il y a eu Yannick Stopira, il y a eu Gérald Passy, il y a eu quelques bons joueurs par le passé, mais ça n'a jamais été un grand club qui a été un club phare. Or, ce que je vous dis, c'est Achille Mana. Oui, pourquoi tu n'as pas parlé d'Achille Mana? On peut parler d'Achille Mana, effectivement. C'est pas possible. C'est quand même la 4e ville de France en termes de population. C'est un bassin économique très fort avec toute l'industrie aéronautique européenne, les usines Airbus notamment. Et donc, moi, je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec Jacques Lambert à l'époque, qui était l'ancien préfet, qui avait été responsable de la Coupe du Monde 98 et de l'Euro 2016. Et pour l'Euro 2016, Toulouse n'était pas retenu initialement parmi les 10 villes qui devaient accueillir l'événement. Et lui s'est débrouillé, parce qu'il y a eu Nancy et Strasbourg qui se sont retirés, pour que Toulouse soit repêché. Parce qu'il disait, pour les décideurs du football, c'est très important que la 4e ville de France... Ça, quel rapport là avec le match je viens au match qu'on a eu hier soir. La 4e ville de France avec un bassin de population important et une puissance économique importante et un club de foot qui soit capable de remplir un stade. Et hier, on a eu cette démonstration et pour ça, je pense que c'est une vraie réussite, non seulement sur le plan sportif, mais aussi sur le plan, j'allais dire, économique et politique. Est-ce que Toulouse passionne notre auditoire? La vie en rose, alors il y en a qui ironisent, comme Baiser les Doris, qui nous rappellent que Liverpool avait plutôt la tête à la Première Ligue, au match du week-end. Il rappelle le score du match aller. Mais non, Oumar Barrow, lui, la victoire du TFC est loin d'être anodine. Et contrairement à ce qu'on peut entendre, non, Klopp n'a pas aligné une équipe bis. Et moi, j'aimerais rebondir sur... on parlait de l'exploit de 1986, la victoire contre le Naples de Maradona. Moi, j'étais gamin à l'époque, mais ça avait eu un retentissement incroyable. J'y repense très souvent à cette épopée. Enfin, cette épopée, ça s'était arrêté au tour suivant contre le Spartak de Moscou. Et vous parliez Stopira, Gérald Passy, Marsico, Bergerot. C'était une sacrée équipe et c'était l'esprit de la Coupe d'Europe. Il n'y avait pas beaucoup de matchs à la télé. Ils avaient vraiment créé l'exploit. Le pénalty de Maradona sur le poteau, Naples éliminé. Et c'est encore présent dans la Ville Rose. Et là, ça fait remonter tous ces souvenirs. Comme quoi, oui, il y a une histoire européenne à écrire à Toulouse. Parce que c'est pas un club qui est installé dans la durée dans le football français. C'est un club qui n'a fait que des épisodes dont on se souvient, mais qui ne s'est pas installé dans la durée, alors qu'il y a le potentiel pour. Alors celui qui est installé dans la durée quand même, Rémi, c'est l'OM. L'OM qui, hier, a réussi à être vainqueur de sa confrontation avec le club d'Athènes, l'AEK, tant à l'aller qu'au retour. Mais surtout, ce qu'on a retenu en préparant l'émission, alors c'était une équipe théoriquement, sur le papier, comme on dit, amoindrie, puisque son capitaine Valentin Rongier n'est pas là et Pierre-Emerick Aubameyang. Mais quand même, Gattuso avait mis une petite note en plus africaine. C'était Kondogbia qui était le capitaine. Et puis, on a eu 2 buteurs, Chancel Mbemba, notre prix Marc-Vivien Foé, le Congolais, et le Sénégalais, Ismaïla Sarr, qui a marqué. Est-ce que cette touche africaine a fait un petit plus dans la ville pour le club de l'OM ?
Marseille a toujours eu une touche africaine. On peut parler de grands monuments. Oui, mais il y a des soirs où... Oui, il y a des soirs comme ça. Jordi Varane nous dit quel match monstrueux de l'international centrafricain. Non, mais Kondogbia, là, il a des supporters sur le film. Lui, au moins, il n'ira pas à la CAN. Voilà. Ils ont été tous méritants. Parce que d'ailleurs, il faut quand même se dire que je vais commencer par Bemba. Même il marque le premier but. Il marque le premier but. C'est tout. Il fait une intervention décisive à la 12e minute. Donc, il faut savoir qu'il a eu au moins 4 interventions décisives. Et d'ailleurs, après son but à la 24e minute, il aurait pu marquer un autre à la 33e minute. Ce qui signifie qu'il a cette dextérité à la façon de Sergio Ramos. C'est-à-dire ce défenseur qui, sans être très très grand de taille, mais connaît le tempo et peut arriver à temps. Ça, on a vu ça parce que d'ailleurs, même en sélection aujourd'hui, on peut quand même se dire qu'il a marqué plus qu'un certain nombre d'attaquants au niveau de la RDC. Et quand on voit justement aussi, actuellement, je crois qu'il est à 4 buts, donc 2 en Ligue Europa. Donc, moi, je me dis, il a été très, très bon. Sur le plan défensif, sur le plan offensif, je ne vais pas seulement parler aussi des Africains, il faut aussi voir le gardien Pau, Lopez, qui a quand même fait des arrêts miraculeux, que ce soit la 89e, 91e, 96e minute. Pour moi, lui aussi mérite un pesant de respect. Vous avez vu, Rémi, il est malin quand même. Il arrive à nous parler de Sergio Ramos, Real Madrid. Il y a quand même. On parle de l'OM, Rémi. Je me suis dit. Xavier ? C'est un bon résultat, effectivement, que l'OM a obtenu. Un résultat très rassurant après les contre-performances ou les prestations décevantes qu'ils ont fait ces dernières semaines. Mais moi, j'ai quand même matière à m'inquiéter quand vous axez sur l'apport des joueurs africains. Parce que tous ces joueurs, ils vont partir en janvier-février. Et comment va jouer l'OM ? La moitié de l'équipe sera partie à la Coupe d'Afrique des Nations. Rongier sera revenu. Rongier, c'est pas sûr du tout. Peut-être. Alors, oui, il restera Kondogbia, parce que Aubameyang, s'il n'a pas arrêté le foot d'ici là. Mais sinon, tous les autres, ils vont partir à la CAN. Je sais, mais ça donne quelques espoirs à l'OM. Et d'ailleurs, Aubameyang n'a pas joué hier. Même comme son substitut a été une catastrophe. Il est blessé. Benjamin, cette équipe de l'OM qui... Oui, c'est vrai qu'elle souffle un peu le chaud et le froid à l'OM. C'est pour ça que moi, je reste toujours prudent parce qu'elle est capable de faire un match comme le match d'hier où avec beaucoup d'intensité, beaucoup de volonté d'aller chercher le résultat avec des joueurs qui ont été à la fin, on peut dire, au niveau. Et ben, elle est capable de nous sortir un match pourri ce week-end. Donc, c'est ça le problème un peu avec l'OM. Je trouve que... Oui, surtout. Donc, je trouve que voilà, il y a quand même cette manque de régularité en termes de jeu. Bon, il y a des joueurs qui reviennent. Et puis le changement d'entraîneur aussi, je pense qu'enfin, il commence à comprendre un peu ce que Gattuso il veut, le fonctionnement de Gattuso. Et ben c'est pour ça que forcément, il y a un changement d'attitude. Donc, Bemba qui revient à son niveau, je trouve que il ne fait pas un très bon début de saison, mais là, c'est le vrai Bemba qu'on a connu la saison dernière. Oui, on a l'impression que l'Europe, ça le porte. Et maintenant, on espère que ce match d'hier, ils vont pouvoir l'enchaîner. Il faut l'enchaîner. On a bien parlé de lui ces derniers temps. Il a dit, bon, il faut que j'honore mon trophée. Fred, on se dit, alors, au début, on avait pensé une sacrée soirée européenne, mais bon, la semaine, par contre, a été plus mitigée, parce qu'en Ligue des Champions, qui est quand même la grande compétition européenne, on s'est retrouvé avec le PSG et Lens qui ont été battus. Aujourd'hui, oui, il reste 2 journées. Et on a le PSG et Lens qui ne sont plus sûrs de rien pour la qualif, alors que d'habitude, le PSG elle est en 8e, et que c'était compliqué en Ligue Europa. Et là, c'est un peu l'inverse. Rennes, Marseille, Toulouse, plus que bien partis pour se qualifier pour les 8e de finale. La C1, c'est... Alors, c'est positif parce que ça fait plus de clubs, mais en même temps, la compétition... Mais c'est bien que ça change un peu. On ne parlait que du PSG ces dernières années. Les primes de participation, pour recouper ce que disait tout à l'heure Benjamin Moukanjo, les primes de participation à la Ligue Europa ont été revues à la hausse par l'UEFA de façon très importante. Or, pour les clubs français qui actuellement, bien sûr, sont dans l'incertitude au niveau des droits télé de la Ligue 1, aller prendre de l'argent en Ligue Europa, c'est aussi quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Et en plus, l'indice UEFA, finalement, aussi. On risque d'être 5e. Parce que là, je suis quand même surpris aujourd'hui qu'on parle de ce PSG-là qui toujours a déçu en Ligue des Champions. Moi, j'ai toujours dit il faut justement jouer à fond cette Ligue Europa. Quand tu parles d'ailleurs des fonds, je vois souvent des clubs de Ligue 1
jouer parce que la Coupe de France. C'est-à-dire que vous commencez loin là-bas et vous rencontrez des obstacles pour gagner finalement qu'à 3 millions. Mais là, moi je vois par exemple Toulouse ou Marseille. Toulouse, une victoire, ça coûte combien? Eh bien, vous avez 650 000 euros. Et puis, un match nul, ça fait 210 000 euros. Plus la prime de participation, plus ceci et cela. Et puis, si Toulouse aujourd'hui finit deuxième, eh bien, Toulouse a 650 000 euros. Si Toulouse Donc, vous ramenez ça à un débat sur l'argent. Non, mais attendez, Annie, moi, je me souviens, vous savez... Moi, j'étais pour la beauté de la chose. Annie, c'est important. Parce que, par exemple, aujourd'hui, on est dans un sport professionnel. Si on est avec une équipe comme Liverpool, Liverpool a quand même un budget de 690 millions d'euros. Et on vous dit que Toulouse a 40 millions d'euros et Toulouse a battu ce Liverpool. Or, Liverpool est en train de jouer cette compétition à fond. Et si Liverpool finit premier, ils vont encore gagner 1 500 000 euros. Après... Mais si c'est Toulouse, ils vont gagner quelque chose. Donc moi, je crois que déjà pour la santé économique, pour que vous soyez sportivement apte, il faut que les guests... L'indice UEFA ne mesure pas l'argent, mais aussi mesure la prestation sportive. L'indice UEFA rapporte aussi 1 450 000 euros. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce que Rémi dit, mais les joueurs, ils ne sont pas au courant de ça. Oui, les gens ne sont pas au courant de ça. Que les dirigeants raisonnent comme ça, mais les joueurs... Là, nous sommes en train de parler, là, les joueurs... Là, ils seront au courant parce que tu as parlé. Les joueurs, ils veulent toujours gagner les matchs. Non, mais les joueurs, ils veulent toujours gagner parce que je pense que... Et surtout sur la scène européenne, c'est pas le discours que l'entraîneur... Mais qu'est-ce qui a changé alors? Pourquoi cette année, ça marche? Non, parce que tu joues contre Liverpool. Honnêtement, quand tu es un joueur, tu joues contre Liverpool. On parle de Liverpool. On ne parle pas du petit club du coin. Quand ils ont été battus, ils ne jouaient pas contre Liverpool. Non, mais c'est un changement d'attitude. C'est un changement d'attitude. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils ont commis des erreurs lors de ce match aller. Ils reviennent, ils reçoivent à domicile. Tu as la chance de recevoir Liverpool. Combien de clubs... Et de se refaire un peu. Ben oui, bien sûr. C'est un match de gala pour eux. Et ce match de gala, ben, il y a une matière. Je pense que ces matchs-là, l'entraîneur n'a même pas besoin de dire grand-chose. Parce que si tu n'es pas motivé quand tu joues contre Liverpool, ben, tu ne seras jamais motivé. Il nous reste encore quelques minutes. On avait pointé quelque chose dans ces soirées européennes qui nous a beaucoup plu. C'est les prestations des vétérans. Alors, Benjamin, je vous regarde. On ne parle pas de la catégorie vétérans, de ceux qui jouent le week-end, qui ont plus de 35 ans, mais d'une façon générale, alors on va dire les anciens, les expérimentés. Est-ce que quelqu'un comme Pep, qui vient de marquer, de s'illustrer, et qui est devenu à 40 ans et 254 jours le plus vieux buteur de la Ligue des Champions, pour vous, ça vous épate? Ou alors on peut rajouter Giroud qui a 37 ans et qui lui aussi marque contre le Paris Saint-Germain. Un peu moins parce que Giroud, c'est un attaquant, forcément. Je pense que sur Pep, un petit message de N'Djamena, Pep, Porto et le bon vin. Qui vieillit bien. Non, mais il y a un truc extraordinaire. Pardon, Benjamin, a terminé. Vas-y. Non, je disais que Giroud, bien sûr, c'est un attaquant. On sait qu'il va marquer. Il est dans sa dynamique. Voilà, il est dans sa dynamique. Pep... c'est un défenseur, on ne s'attend pas à ce qu'il marque des buts. Mais je pense que ces joueurs-là, pour durer aussi longtemps, il y a quand même une certaine forme d'hygiène de vie qu'il faut avoir. Moi, peut-être que je ne l'avais pas. Mais on voit que s'il y a 40 ans... Et le mental aussi, non? Oui, bien sûr, il y a le mental. C'est-à-dire vouloir être toujours compétitif. Je pense qu'il faut se réinventer à chaque fois. Parce que quand on atteint un certain âge, on n'aura plus forcément la même vitesse. Mais il a près de 150 matchs européens. On se dit comment il se motive encore. Le Pep qu'on a vu, par exemple, au Real, ce n'est pas le même Pep qu'on voit aujourd'hui à 40 ans. Il s'est réinventé. Quand il était au Real, il avait cette vitesse où il pouvait rattraper les coups. Aujourd'hui, quand on voit, il joue beaucoup plus avec la tête qu'avec ses jambes. Ronaldo qui passe. Et justement, il passe. Et justement, il a appris Cristiano. Pep, oui, ils ont été coéquipiers pendant longtemps. Ils sont tous les deux toujours en équipe nationale. Tous les deux. Et c'est d'ailleurs Pep, c'est un des rares records que n'a pas Cristiano Ronaldo. C'est Pep qui a le plus vieux buteur de la sélection portugaise. Aussi. Oui, aussi. Devant Cristiano Ronaldo. Il est plus âgé que Cristiano Ronaldo. Il est plus âgé, mais il est défenseur. Il a trouvé le moyen de marquer récemment lors d'un match du Portugal, ce qui fait qu'ils aient un record que Cristiano Ronaldo n'a pas encore. Mais du coup, il va rester jamais. Je vais te donner les records qu'il n'aura jamais. C'est-à-dire que, par exemple, Cristiano Ronaldo, pour parler des gens qui sont vieux... Là, tu l'as piqué. Là. Tu vois. Il est le seul joueur du monde à avoir marqué 400 buts après 30 ans. Vous savez ce que ça peut vouloir dire. Oui, mais il joue attaquant. Tandis que Pep, il joue défenseur, comme disait Benjamin Mukonjo. Donc Pep, c'est encore plus extraordinaire. Non, je vais te dire, Pep, s'il est arrivé, qu'il marque
avec la tête, je peux quand même te dire que Pep, même s'il a remporté 14 trophées avec L'Oréal, on ne se souvient pas des buts qu'il a marqués. Et d'ailleurs, les buts qu'il a marqués en Ligue des Champions, est-ce que vous savez par exemple que lorsqu'on essaie de regarder, ne serait-ce qu'aujourd'hui, Mbemba marque plus que lui. Pep, c'est le 4e but en Ligue des Champions de toute sa carrière. Il a 40 ans. Il a 3 défenseur. Heureusement qu'on C'est un défenseur. Oui, mais c'est ça qu'on dit donc. Ce n'est pas un grand buteur, il ne faut pas le prendre comme ça. mais Il a 40 ans et 254 jours. Et il y a d'autres défenseurs qui ont marqué plus que lui. Mais je reconnais que c'est un grand défenseur et tu dois donc maintenant cesser à dire. Il est en train de critiquer un ancien du Real Madrid. Franchement, quel ingrat, ce Rémi Ngono. Quel personnage ingrat, ce Rémi Ngono. L'équipe du Portugal, comme Cristiano Ronaldo, comme moi, excellent aujourd'hui. Combien de buts a empêché de marquer les adversaires du Real Madrid, Pep? Vous devriez avoir un peu plus de reconnaissance à son égard, Rémi Ngono. Ça leur plaît en tout cas les auditeurs. Carton rouge, parce qu'on le connaissait. Combien de fois il s'est sacrifié pour le Real Madrid? Xavier Benjamin, depuis Colvézi, Café des Sports, la meilleure émission, nous dit Emmanuel Tchenda. Heureusement, on nous entend là-bas. Nous, on avait aussi noté, on n'aura pas trop le temps de s'y arrêter, mais un petit genou, parce qu'il n'a que 32 ans. Il est surnommé le Petit Prince. Il a marqué un doublé. Et c'est cet incroyable Antoine Griezmann qui, lui aussi, alors, a l'air d'être dans sa maturité pleine et dans la meilleure saison de sa carrière. Et il dit qu'il apprend toujours, puisque là, il avait changé de poste un peu. Diego Simeone fait comme Deschamps, il le replace un peu. Eh bien, il joue partout. Et l'Atlético joue beaucoup mieux et surtout marque beaucoup mieux, marque beaucoup plus de buts et est déjà qualifié pour la suite de la compétition. Alors, chez les Bleus, il y a les anciens, mais il y a aussi les genoux, voire, comme on les surnomme aussi, les bébés. Milieu de terrain, Warren, Zahir, Emery. Alors, ses copains du PSG ont envahi sa chambre. Et voilà, Warren Zahir Emery, baptisé, on va dire, par ses copains, puisqu'il est appelé, pas sous les drapeaux, mais sous le maillot bleu de l'équipe de France. La grande, jeune milieu de terrain, 17 ans, déjà un habitué des sélections en équipe de France, puisqu'il a déjà été sélectionné chez les jeunes. Il est même souvent appelé par Thierry Henry, puisqu'il en avait fait son capitaine des espoirs. Mais là, c'est Didier Deschamps, alors à la faveur, certes, d'absence, comme celle du merengue Aurélien Tchouaméni. On l'a vu très bon parmi les Parisiens du PSG, on l'a vu aussi parfois disparaître de certains matchs. S'il joue en tout cas contre la Grèce ou contre Gibraltar, il deviendra le plus jeune international français à jouer en bleu. Avant lui, il faut remonter très 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 loin dans l'histoire. Il s'appelait Félix Vial, c'était en 1911 et malheureusement c'est un jeune qui à l'âge de 20 ans est mort au front. Il est mort pendant la Première Guerre mondiale en 1915. Xavier Barret, est-ce que Zahir Emery a déjà sa place chez les Bleus ou finalement on l'appelle pour qu'il s'habitue et qu'il rentre dans cette dynamique? On a posé la question en conférence de presse à Didier Deschamps jeudi lorsqu'il a donné sa liste et on lui a dit est-ce qu'il est là parce que Aurélien Tchouaméni, le milieu du Real, est forfait sur blessure. Et il a répondu. Didier Deschamps a l'habitude de biaiser dans voilà, sa réponse, et il a répondu non, pas forcément. Il a même dit je ne choisis pas mes joueurs en fonction de leur date de naissance. Ils peuvent avoir 10, 20, 17, 20 ou 28 ans. Ça, il l'avait déjà fait à l'époque avec Varane, par exemple, qu'il avait intégré. Alors, on a très fait jeune. la liste avec Pierre Guérin, Mbappé, Kamavinga, Dembélé, Coman, Varane, convoqués avant l'âge de 20 ans. Oui, donc il a toujours fonctionné de cette manière. Donc pour Zahir Emery, c'est très intéressant. Est-ce qu'il a déjà sa place? Sur ce qu'on voit actuellement, à ce poste-là, vous mettez qui? Il y a qui serait plus fort que lui? Rabiot joue à gauche, donc ils ne sont pas vraiment concurrents. Lui, il joue plutôt sur le côté droit. Pogba Kanté, c'est terminé. Pogba Kanté, oui. Youssouf Fofana, je ne pense pas qu'il soit plus fort, le joueur de Monaco. Alors effectivement, je pense que si Tchouaméni est là, Tchouaméni a plus de bouteilles, plus d'expérience, donc Tchouaméni reste devant. Mais après, je pense qu'il a sa place, en tout cas dans la sélection. Il va rentrer surtout dans une rotation. Je pense que d'entrée, il ne peut pas le mettre comme ça. Tchouaméni, effectivement, contre Gibraltar, ça... Contre Gibraltar, ça passe. C'est le contexte idéal pour une première sélection. Oui, voilà. Après, je pense qu'effectivement, pour revenir à ce genre-là, c'est
tout le monde en dit le plus grand bien. Je pense et vous impressionne déjà, vous? Ah oui, bien sûr. À 17 ans, honnêtement, vu ce qu'il dégage. Il a commencé à 16 ans, justement, avec Galtier. La maturité qu'il a, être titulaire au PSG, quand on voit quand même l'effectif du PSG. Il y a eu PSG-Milan, le match aller au Parc, où là, il a été, il y a 15 jours, très impressionnant. Ouais, voilà, il est impressionnant. Il court partout. Il a le physique pas d'un jeune joueur, il a même le physique d'un vieux joueur. Et on voit même que dans sa réflexion, dans sa façon de jouer, il ne reflète pas ses 17 ans. Donc je pense qu'il est en avance sur ses temps de passage. Et Deschamps fait bien de l'appeler, comme ça lui permet déjà de commencer à s'intégrer à cette équipe. Mais c'est une équipe aussi jeune, donc je pense que pour lui, ça va être facile de s'intégrer. Rémi, est-ce que ça vous, est-ce que c'est intéressant que Didier Deschamps n'ait jamais peur justement d'appeler les jeunes et les très jeunes? Parce que là, je faisais toute une liste. On se souvient quand il part à la Coupe du Monde en 2018, il part avec un Mbappé qui est très jeune. Il y avait Dembélé, il y avait des joueurs comme ça. Et malgré tout, lui, l'expérimenté, n'a pas peur et n'appelle pas que des anciens. Je crois que tout un chacun d'entre nous se souvient que c'est Pelé qui, à 17 ans, oui, on n'était pas nés. Mais attendez, peut-être toi, mais pas nous. Attendez, la Coupe du Monde, attendez, oui, il remportait ça. Donc, à une certaine période aujourd'hui, quand vous regardez, ne serait-ce que Camavinga, au milieu du terrain du Real Madrid, c'est une expression hors norme aujourd'hui, c'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui est quand même arrivé là où il a trouvé les Kroos, les Modric et tout. Aujourd'hui, il est pratiquement partout. Il court partout. Il dépasse peut-être même Kanté quand on essaie de voir comment est-ce qu'il ratisse. Donc moi, je me dis que il a, à 17 ans, déjà, il joue avec le PSG. Donc je ne le trouve pas jeune parce que je vois des jeunes joueurs également en Espagne. Ou bien, par exemple, au niveau de Barça, qui sont appelés en sélection, qui réussissent à s'imposer. Donc, moi, je ne vois pas comment est-ce qu'il est hyper trop jeune. Mais sauf que, bien évidemment, moi aussi, il ne faut pas commencer déjà à se féliciter, à pouvoir dire que donc, il aura une grande carrière. Parce que je me souviens... On avait les Jérémy Ménez, le premier et le plus jeune à marquer par exemple un triplé ici même en France. Il n'avait que 16 ans et on voyait qu'il devrait devenir quelque chose. J'ai vu Martin, on nous disait que attendez, ce gars il a un talent hors norme. Bon, il y a un proverbe africain qui dit tous les nuages ne donnent pas la pluie. Frédéric, les nuages là c'est plutôt dégagé. Les messages, non mais bon, j'en cite quelques-uns. Zaïre Emery, c'est un train qui arrive à l'heure. Robson de Souza nous dit il est fantastique. Abou Camara, il incarne l'avenir du milieu, un crack, énorme talent, etc. Non, mais je pense qu'il est. En plus, Thierry Henry le disait, il est bien encadré, il est bien entouré. Donc, je pense que l'entourage aujourd'hui compte énormément sur l'avenir des joueurs, surtout des jeunes joueurs. Xavier, une question quand même, et j'ai fait exprès de ne pas employer les termes qu'on utilise en général autour de ces jeunes qui arrivent, qu'on repère et tout ça. Est-ce que c'est pas aussi des fois dangereux pour eux d'être lancés si tôt dans le grand bain? Mais il y a eu beaucoup d'expériences. On a donné des noms. Ben Arfa, Menez, ça a été des talents gâchés parce que exposés trop tôt et probablement mal protégés. Lui, il semble bien que son équilibre familial, son entourage soit justement sérieux et le protège. Mbappé. Un peu comme pour Mbappé, exactement. Donc, c'est important quand même, parce qu'il faut plus les préserver peut-être. Surtout, oui, à 16 ans et 7 mois, puisque c'est l'âge qu'il a maintenant. 17 ans et 7 mois, pardon. Oui, c'est un âge encore où ils sont très influençables. Donc, c'est important, effectivement, qu'ils soient bien protégés. On a le sentiment qu'au PSG aujourd'hui, ils ont pris en considération ces phénomènes de précocité qui leur ont échappé il y a quelques années avec les départs très tôt d'Anelka, de Coman et de quelques autres. Voilà. Donc là, maintenant, ils les gardent, ils les protègent. Ils ont une locomotive avec Mbappé qui est plutôt un bon exemple. Et donc, il faut souhaiter que ça continue et que Zaïre Emery soit justement dans cette veine-là. Mais on a l'impression que Deschamps a conscience de ça et les protège. Oui, et puis déjà aussi, Thierry Henry avant lui, puisque Thierry Henry l'avait appelé en espoir. C'est d'ailleurs un peu une question qu'on a aussi posée à Deschamps, parce que Zaïre Emery arrive en espoir. Thierry Henry en fait son capitaine, alors qu'il y avait des espoirs plus vieux que lui. Il a dû dire qu'il aurait pu jouer dans les Lions avantages. Il en fait son capitaine et un mois plus tard. C'est surtout pour ça qu'on l'appelle vite là. C'est pour couper les tendons à Samuel Eto'o. Un mois plus tard, on le met en équipe de France A, alors que
Bon, alors effectivement, s'il est à l'Euro, c'est super, mais c'est vrai que c'est. Vous avez pris Mbappé, vous prenez encore Zahir El joueur pour la médaille d'or olympique, qui est aussi l'autre objectif de l'équipe de France l'an prochain. On verra ça donc plus tard. On parlait d'un très jeune. On va faire nos adieux à une superstar du football féminin. Yes, we play sports. Yes, we play soccer. Yes, we're female athletes, but we're so much more than that. You're so much more than that. Megan Rapinoe, 2-0 USA. Une sacrée nana, Megan Rapinoe, 38 ans. L'heure de raccrocher ses crampons pour la superstar donc du football, du soccer, comme on dit là-bas, mais du football en Amérique. Alors, vous le voyez, pour ceux qui nous regardent, ses cheveux toujours roses, n'est-ce pas, et toujours très courts, comme lorsqu'elle a soulevé ici en France sa 2e Coupe du Monde. Elle avait été championne olympique juste avant. Megan Rapinoe jouera là une finale qu'elle n'a jamais remportée d'ailleurs, avec l'OL Reign, qui est une finale de l'OL de Lyon, donc l'équipe de Lyon féminine. Ça sera à San Diego, ça sera en Californie, dans un stade. Alors, le stade était déjà bondé la semaine dernière parce qu'ils ont cru que c'était son dernier match. Et puis, la demi-finale est passée. Elle aura 90 minutes de plus. Qu'est-ce que ça vous dit, cette joueuse américaine, Benjamin? Est-ce que c'est pour vous un symbole aussi, peut-être, qui popularise le football féminin? Je pense que ce qu'elle représente, c'est au-delà même du football, parce qu'on connaît tous ces combats qu'elle a menés. Elle s'est servie bien sûr de sa notoriété et surtout de son talent pour mener certains combats qui aujourd'hui s'avèrent quand même payants. Maintenant, c'est une grande joueuse, elle a fait son temps, elle a 38 ans. Elle a 38 ans aujourd'hui, c'est le moment pour elle de partir. Elle va rester comme la femme qui a porté énormément pour le football féminin, qui a été dans tous les combats, je dirais même politique aussi, hein, parce qu'elle n'a pas hésité par moment à prendre la parole, à se positionner. Et voilà, pour moi, au-delà de la footballeuse qu'elle a été, la grande joueuse qu'elle a été, c'est vraiment un symbole aux États-Unis. Rémi, une grande joueuse qui s'en va. Et c'est vrai que le football féminin a sans doute besoin de figures pour incarner, disons, ou des équipes, les Américains très puissants à un certain moment, comme d'autres joueuses. Je pense à Wendy Renard, évidemment, pour l'équipe de France. Bien sûr, parce que c'est... Malheureusement, ce départ, moi, je le trouve précipité. Tout de suite, on était en train de vanter les Pépé. Tout de suite, on était en train de vanter les Cristiano Ronaldo. Et on connaît quand même des femmes qui ont beaucoup plus d'endurance. Et l'autre jour, elle a joué tout le match. Elle a joué. Moi, je l'ai vu dernièrement. Elle avait encore toute sa présence physique. Oui, mais peut-être qu'elle a plus envie. Donc, moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'elle est en train de partir. C'est presque une mort pour le football féminin. Oui, c'est une mort. C'est un deuil. On ne peut pas fêter qu'à 38 ans, on raccroche comme ça, alors qu'on n'est pas blessé, alors qu'on n'a pas de problèmes au niveau technique, au niveau de la vitesse, au niveau athlétique. Elle veut passer on ne sait pas tout simplement. Elle veut passer autre chose. On peut seulement dire RIP. Non, mais c'est vrai que Fred Suto le rappelait. Martha joue encore à plus de 40 ans. La brésilienne. Il y a une autre brésilienne aussi, Formiga, non, qui est pareil, qui a plus de 40 ans aussi. Donc, elle a arrêté Formiga. Ouais, donc, elles sont à un âge où maintenant il faut faire un choix. C'est vrai que dans le football féminin, on joue quand même généralement plus longtemps et plus souvent que dans le football masculin. Oui, puis il y a certaines jeunes femmes qui ont une maternité puis qui reprennent la compétition après. On a eu le cas en France, à Lyon récemment. Ouais. Donc c'est des carrières qui sont effectivement un peu différentes, mais il faut quand même rappeler une chose, c'est qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de stars du football féminin, parce qu'avant Megan Rapinoe, il y a eu Mia Hamm, il y a eu Brandi Chastain, il y a eu à sa génération, il y a Hope Solo, la gardienne, il y a Alex Morgan, on la voit sur les images derrière nous, qui est avec Megan Rapinoe. Donc elle est une star parmi d'autres. C'est ses combats qui l'ont porté sur le devant de la scène. Elle a été élue meilleure joueuse féministe. Voilà, donc après l'égalité salariale, elle a mené quand même le foot féminin. Qu'elles ont gagné en plus. Elle n'a pas été la seule à le mener, ce combat. Elle fait partie d'un collectif et d'une génération qui a été très brillante, mise en avant dans un football féminin qui, aux États-Unis, est plus populaire, en tout cas était plus populaire que le football masculin. C'est ça qu'il faut replacer tout ça dans son contexte. Et plus titré, bien sûr. Donc, effectivement, elle a apporté énormément à cette discipline. Aujourd'hui, il faut regarder que cette génération américaine, lors de la dernière Coupe du Monde, elles ont été éliminées beaucoup plus tôt que d'habitude. Dès les huitièmes de finale, ça leur était jamais arrivé. Donc, c'était probablement un signe qu'il fallait peut-être laisser la place aux jeunes. Qu'est-ce qu'on retiendra plus, selon vous, finalement, Fred,
Fred, son palmarès, ses actions en dehors des terrains, parce que sans doute que... Moi, j'ai l'impression que c'est ses actions en dehors du terrain. La Coupe du Monde en France 2019, on parlait de Megan Rapinoe, mais justement parce que durant les mois précédents, elle avait fait pression sur la fédération. Alors, pas toute seule, comme vous le disiez, Xavier. Hein, mais puis elle avait mis un genou à terre à la mode d'autres pendant l'hymne américain. Ce qui ne veut pas dire que la carrière de joueuse est exceptionnelle. Hein. Milieu de terrain, vous le disiez, bon, plus de 200 sélections, 63 buts. Bon, il n'y a rien à dire, mais c'était une meneuse tout-terrain. Megan Rapinoe, bye-bye, et on la verra encore donc jouer son dernier match demain. On continue et on termine évidemment avec les cartons. Carton jaune. Un carton là. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Et comme d'habitude, on commence avec les vôtres, vos cartons sélectionnés par, cette fois, Pierre Guérin. Salut le Café des Sports, c'est Omar Barrow depuis le Sénégal. J'attribue un carton vert à l'équipe de Fluminense après leur victoire à la Copa Libertadores et plus particulièrement au vétéran Marcelo qui, comme du bon vin, se bonifie avec le temps. Bonne émission à tous. Moi, Fissayo, depuis Lomé, je donne un carton vert à la décision de la Ligue professionnelle de rejouer l'Olympico au Vélodrome avec le public. Pour moi, ce public qui était déjà au sein du stade n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. Et ça serait dommage de sanctionner ce public sportif. La meilleure décision a été prise pour moi. Et c'est au pouvoir public de bien sécuriser les choses pour que les trucs comme ça ne viennent pas perturber au football. Moi, c'est Turki Cissé, malien résident au Koweït. Mon carton, il est vert. Il va au GR de Manchester City. Jérôme Doku pour son match extraordinaire qu'il a réalisé lors de la dernière journée du championnat anglais. Bonne émission à vous. Salut Radio Foot, c'est Jérémy depuis la RDC. J'ai donné un carton rouge au président lyonnais John Textor parce qu'il a tué les clubs. Comment tu peux vendre Barcola et Loukeba sans acheter des vrais joueurs? Bonjour Radio Foot International. Moi c'est Kassoum Diabaté, je vous appelle depuis Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Moi, mon carton aujourd'hui, elle est rouge, comme du sang, elle est adressée à qui Gérard Piqué pour ses propos envers le Real. Sache que Real est le seul club à remporter 3 Ligues des Champions successives. Personne ne peut y être contre. Salut les amis, je vous suis depuis la RDC Prestement Lumbashi. Je profite pour donner un carton vert à mon équipe Marseille City pour leur victoire en Ligue Europa. 2 buts marqués à l'extérieur. Vraiment, c'est quelque chose que l'on attendait. Big dédicace à vous. Chancel Mbemba, Mwana Mbouka, on n'oublie pas. C'est Keynodi Abao Trésor depuis Doba, le sud du Tchad. Mon carton rouge va à l'endroit d'Eric Ten Hag. Jusqu'à présent, il n'arrive pas à répondre aux attentes des supporters. Pourtant, il a les joueurs qu'il fallait. Bonjour Café des Sports, c'est Christian Loco depuis Kinshasa. Le carton d'aujourd'hui, c'est carton rouge. Carton rouge pour Paris Saint-Germain. Les gars, j'attends que votre élimination pour que Mbappé vienne dans le meilleur club du monde, le Real de Madrid. Paris, j'attends votre élimination bientôt. Bye. Salut le Café du Sport, ici Destin depuis Brazzaville. Je donne un carton vert premièrement à Felipe de Melo et à Pepe. Tous deux, ils ont 40 ans et franchement leur carrière c'est vraiment de la balle. Felipe Melo a remporté la Copa Libertadores et Pepe devient le plus vieux buteur de l'histoire de la Champions League. En tout cas, bravo à eux. Un grand bonjour à Xavier Barré et à Rémi Ngono. Ciao, ciao. Bonjour Annie, bonjour Rémi, bonjour Xavier. Hartmann depuis la République du Bénin. Mon carton de cette semaine est de couleur verte. Un carton vert pour Warren Zaïre Emery qui a tout juste 17 ans, vient d'être sélectionné chez les A par Didier Deschamps. Eh bien, je ne vais pas faire comme Rémi en citant un proverbe africain, mais je vais citer tout simplement Pierre Corneille. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Bonjour Annie, bonjour à tous les auditeurs de Radio Foot International. C'est Amada Mohamed, originaire des Comores, depuis l'Audiac, en région Bretagne. Mon carton est vert. Mon carton est vert à Olivier Giroud d'avoir donné une leçon de football au trio attaquant français pour leur montrer que l'âge n'est qu'un nombre. Le football se joue sur le terrain, mais pas sur les médias. Merci beaucoup. Bonne émission à Annie et bonne émission à Rémi Ngono. On est tous ensemble.
Toujours au fait de ce qui se passe dans le monde du football, nos auditeurs et internautes, et aussi toujours très piquants, hein, ils sont très observateurs. Je vais prendre la main pour les cartons du jour, parce qu'il y a eu beaucoup de cartons rouges, et bien on va rester sur la tonalité rouge. Avec une drôle d'histoire, vous allez voir, on met un carton rouge à un club du Pérou. Pourquoi ? Parce que quand on est mauvais joueur, ça peut se voir. L'année de son centenario, c'est-à-dire de ses 100 ans, le club universitaire de Lima a remporté le titre de champion du Pérou. Ça fait 10 ans que ça ne lui arrivait pas. Ils l'ont gagné, malheureusement pour eux, sur la pelouse de leurs adversaires traditionnels, qui est l'Alliance de Lima. Résultat, les autres, au coup de sifflet final, ils ont éteint la lumière. Le stade était plongé dans le noir. Alors, ils n'ont pas ou voulu les voir fêter, ou alors ils n'ont pas voulu le fêter, les voir le fêter dans leur stade. En tout cas, ils ont éteint la lumière. Et ça, c'est pas très fair-play, hein, n'est-ce pas? On avait failli faire ça en 72, hein, au stade Amadou Ahidjo. Le président Amadou Ahidjo a dit non, n'éteignez pas. Rémi, à vous, rapidement. Un carton rouge aussi. Carton rouge à l'Érythrée. La Fédération érythréenne de football a annoncé juste qu'elle se retirait des éliminatoires de la Coupe du Monde. Alors, on se pose des questions, il n'y a aucune explication. Il n'y a pas d'explication, il y a une équipe. Mais parce que cette équipe jouait quand même en 2019. Et d'ailleurs, ils ont été en finale d'une compétition qu'on appelait CECAFA, c'est-à-dire que ça réunissait l'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale. Ils ont été jusqu'en finale. Mais depuis là, éliminatoire pour la CAN 2021, ils n'y ont pas été. Et qu'est-ce qu'une radio nous dit? Erena nous dit que les joueurs de l'Érythrée ne sont pas allés parce que juste le gouvernement a peur qu'ils aillent demander l'asile politique au Maroc. Okay. Et il y a un proverbe africain qui dit « Mieux vaut un oiseau libre qu'un lion dans la cage ». Allez, on va rester en Afrique avec votre carton, Frédéric. Un carton vert, c'est un oiseau libre. Rigobert Song, carton vert pour lui, parce qu'il y a eu la conférence de presse pour donner la liste à des joueurs qu'il a retenus pour les éliminatoires qui arrivent, Coupe du Monde, et il a dit... J'ai commis des erreurs, tout n'a pas été parfait. Il a mis un peu d'eau dans son vin, mais il dit bon, mais le contrat a été rempli. Qualification pour la Coupe du Monde, qualification pour la CAN. Les matchs amicaux, c'est vrai, vous êtes déçus, on les a perdus, mais on m'a pas demandé de les gagner. Bon, moi j'ai bien aimé le discours de Rigobert Song. À vous, Benjamin Moukandjo. Carton vert pour Harry Kane. Harry Kane, cette saison, c'est 19 buts en 15 matchs. 16. En 16 matchs, voilà. On en a parlé hier. Un match avec le Bayern, je trouve que c'est l'attaquant qui manquait au Bayern pour pouvoir surtout espérer gagner la Ligue des Champions cette année. Je crois qu'il a trouvé le club qui... Rémi, je crois qu'il a trouvé le club. Je crois qu'il a trouvé le club qui lui convient. Après des années en plus en Angleterre où il a rien gagné en termes de trophées, aujourd'hui, il vient au Bayern. Je pense que c'est pour gagner les trophées. Et attention quand même à Lewandowski parce que je crois que il peut battre le record. Un but toutes les 44 minutes. Xavier, vous allez être rapide. Oui, carton vert à la Fédération française de football et surtout à la politique de formation initiée il y a 50 ans. Et la Fédération française de football va organiser une grande réunion avec 500 joueurs passés par Clairefontaine ce mardi. À Clairefontaine, il y aura Didier Deschamps, il y aura Jean-Pierre Papin, il y aura Thierry Henry, il y en aura beaucoup d'autres. Et on se réjouit qu'effectivement, ce programme initié par Georges Boulogne ait donné tant de bons résultats pour l'équipe de France et aussi pour certaines sélections africaines qui récupèrent des joueurs formés en France depuis 50 ans. Et il y aura Antoine Grenier et nous en parlerons dans Radio Foot International mardi prochain. Mais c'est déjà la fin de ce Café des Sports. Merci beaucoup, messieurs, de l'avoir animé avec brio aujourd'hui encore. Bon week-end à tous et on se retrouve la semaine prochaine.